Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous et toujours plus nombreux pour ce premier workshop de l'année 2025 de la communauté Les entreprises s'engagent. Donc, je suis Clara Michelini, directrice partenariat et innovation au sein de l'équipe nationale et j'animerai ce workshop pour vous sur ce thème de faire alliance pour l'intérêt général qui nous donnera l'occasion de revenir un petit peu en détail sur les différents moyens dont vous disposez pour faire alliance avec des associations, avec le secteur public et aussi et surtout entre entreprises. Il est encore de saison pour vous souhaiter une belle année 2025. Je ne serai pas plus longue, je vais simplement vous rappeler un petit peu les règles s'il y a des nouveaux. Donc, nos workshops vous permettent de poser des questions dans un chat. On a une partie de l'équipe qui est là pour vous répondre par écrit lorsqu'on a la réponse, mais si c'est pour nos intervenants, je leur poserai les questions à la suite de leur intervention. Je vous souhaite donc un bon workshop et je vais passer la parole à Joséphine Labroue, directrice générale adjointe de la communauté, qui va introduire le workshop. À toi, Joséphine. C'est Clara. Bonjour à tous. Oui, on est ravis de vous retrouver pour ce premier workshop de l'année sur un sujet nouveau. Ça nous tenait à cœur et puis j'en profite comme Clara pour vous souhaiter une excellente année au nom de toute l'équipe élargie de la communauté des entreprises s'engage. Ce sujet, il nous tient à cœur parce que pour la communauté, la notion d'alliance pour l'intérêt général, elle fait vraiment partie de notre ADN. La communauté elle-même, peut-être que certains d'entre vous la découvrent aujourd'hui, est elle-même une alliance entre l'État, entre les entreprises, avec France Travail, pour une société inclusive et un monde durable. Et de cette alliance aussi, elle se traduit dans les territoires avec 101 alliances locales que sont les clubs départementaux, les entreprises s'engagent. On est partout en France. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. Vous pouvez retrouver toute leur actualité sur la plateforme lesentreprisessengages.gouv.fr. Et dès la naissance de la communauté, le choix a été fait d'élargir cette alliance constitutive de l'ADN entre l'État et les entreprises à l'ensemble des partenaires, dont le secteur associatif, les acteurs de la société civile, en s'appuyant sur l'ensemble des associations, fondations, réseaux d'entreprises qui agissent sur les territoires, parce qu'on est convaincu que ces partenariats sont clés pour les entreprises et pour l'engagement des entreprises. C'est ça notre combat. D'ailleurs, on l'a vu quelques chiffres, hein, les pratiques des entreprises se sont développées en 2015. 36% d'entre elles avaient des pratiques partenariales, on peut le dire comme ça, contre 57% en 2021. Voilà, cette dynamique est plébiscitée également par les Français qui disent qu'il est nécessaire, et on pense qu'ils ont raison, de jouer collectif pour relever les grands défis. Ce sont des chiffres d'une étude du Rameau que vous pouvez aller découvrir. Avec ce workshop, on va vous présenter plusieurs façons très concrètes de faire alliance pour l'intérêt général. Donc l'objectif, vous le savez, comme tous les mois, c'est de vous inspirer, de vous expliquer comment concrètement passer à l'action avec à la fois des témoignages d'entreprises et des témoignages de partenaires. Plusieurs modalités s'ouvrent à vous, vous allez le voir. Si vous voulez sauter le pas, on espère en tout cas pouvoir vous en convaincre, que ce soit par du mécénat en collectif à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, des partenariats renforcés avec un acteur de votre territoire pour la création d'un projet commun. On pense notamment aux joint ventures sociales, qui sont des projets qui gagnent à être connus, des actions sociales interentreprises, des partenariats bien sûr avec le secteur public. On est là pour vous y accompagner, quelle que soit la forme que vous retenez. Vous allez pouvoir en découvrir plusieurs ce matin. Nous, depuis qu'on explore ce sujet, on a identifié trois facteurs clés de succès qu'on vous soumet. D'une part, le fait que la cause sur laquelle vous vous engagez soit centrale dans la stratégie de l'entreprise par son activité ou l'implication de l'équipe de direction, des collaborateurs pour que le projet soit aligné et cohérent pour embarquer toute l'entreprise, que la cause aussi soit pertinente par rapport à la période dans laquelle le projet et l'entreprise est en train de se développer, et puis aussi la faisabilité de l'action, et donc la capacité des membres à faire ensemble avec les bons moyens pour toujours être orientés vers l'impact le plus direct et le plus important. Donc, faire alliance, c'est aussi accepter de s'ouvrir à d'autres cultures, qu'elles soient publiques, parfois c'est mystérieux pour beaucoup d'entreprises, associatifs ou dans l'autre sens des cultures d'entreprise. Et nous, on est convaincus que c'est par cette ouverture que naissent les innovations et naissent l'impact. Donc en 2025, on continuera de vous proposer beaucoup de manières de découvrir comment faire alliance, notamment via les clubs départementaux
qui sont vraiment nos laboratoires d'innovation sociale partout en France. Et voilà, vous aurez notamment le témoignage de Nicolas Dulon du club de Gironde ou Carole Soir Paolo du club du Vaucluse. On est ravis de les avoir. Merci à eux et merci à tous nos intervenants. Et on continuera de continuer de vous proposer des solutions pour vous rapprocher du secteur associatif, notamment des partenaires comme le collectif Mentoral, Anne Michael et bien d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Merci encore à tous d'être là. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle saison de ce workshop. Merci à Clara pour la préparation et l'animation. Et puis, je vous souhaite à tous un bon workshop et puis, encore une fois, une excellente année. Merci beaucoup, Joséphine. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la première séquence de ce workshop avec Perle Lagier, qui est responsable du mécénat collectif et territorial au sein de l'ADMICAL et qui va vous présenter qu'est-ce qu'on entend derrière le mentorat et surtout le mentorat, pardon, le mécénat et surtout qu'est-ce qu'on entend derrière le mécénat territorial. Merci, Perle. Bonjour, merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'est bon, on entend bien? Super. Alors, juste, moi, je suis Perle Lagier et je représente Admical. Donc, un tout petit mot sur Admical. Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique et qui est à la fois un réseau pour faciliter les rencontres et les échanges de bonnes pratiques, pour rassembler aussi les entreprises, les associations, les fonds de dotation et les fondations. C'est aussi un institut de formation reconnu Calliope, un centre de recherche et d'études, un service juridique pour accompagner les adhérents, et également un porteur de plaidoyer qui a notamment œuvré largement pour l'adoption de la loi Ayagon qui permet l'avantage fiscal qu'on connaît aujourd'hui lié au mécénat. Donc, chez Amical, je suis en charge du mécénat collectif territorial et du mécénat sportif. Et comme je vous le disais, dans Amical, il y a la partie études. Tous les 2 ans, Amical publie le baromètre du mécénat d'entreprise qui donne vraiment un état des lieux de ce qu'est le mécénat aujourd'hui en France. Et le dernier vient tout juste de paraître. Donc, ce qui est bien, ce serait bien de faire un petit état des lieux du mécénat actuel. Il faut savoir qu'on vient tout juste de passer la barre des 170 000 entreprises mécènes en France. C'est un record, hein. On est à plus 60 000 depuis la dernière édition. Donc, c'est tous les 2 ans, pour un budget total estimé à 3,8 milliards d'euros dédiés au mécénat. Et ça concerne à peu près 9% des entreprises. Donc, il reste encore voilà, énormément d'entreprises à convaincre. Si on regarde des particuliers, les entreprises, ça pèse 3,6 milliards d'euros. Les particuliers, eux, en France, représentent 5,4 milliards d'euros. Donc, les particuliers sont encore devant les entreprises en termes de dons. Néanmoins, en 10 ans, le nombre d'entreprises mécènes a doublé. Et depuis 2010, le montant a quasiment triplé avec 9% de croissance moyenne annuelle. Il faut savoir que cette croissance, elle est portée essentiellement par les TPE et PME qui ont largement augmenté et en nombre et en volume depuis maintenant 15 ans. Et 34% du mécénat déclaré est aujourd'hui porté par des TPE, PME, par des boîtes de moins de 100 entreprises, contre 15% en 2010. Voilà, on voit euh, la croissance sur ces typologies d'entreprises. Et on remarque aussi qu'aujourd'hui, les entreprises, elles demandent un ancrage territorial qui est renforcé puisque 88% des entreprises mécènes soutiennent des projets locaux avec une progression de 12 points. Et également, l'ancrage territorial devient la deuxième motivation pour les entreprises à faire du mécénat, avec une volonté de plus en plus marquée de faire alliance. Une entreprise sur 10, pardon, souhaite s'allier, interagir avec d'autres pour développer l'intérêt général sur son territoire. Et si on regarde aussi, 96% des Français aujourd'hui estiment que les entreprises se doivent d'avoir une responsabilité territoriale. Donc c'est vrai que cet engouement pour le mécénat collectif territorial, on le sent, toutes les études nous montrent que le collectif de demain sera local, se fera en coalition. Néanmoins, il n'existait pas vraiment d'aide à l'ingénierie de ce typologie de projet. Et Admical a monté depuis maintenant 3 ans un incubateur de mécénat collectif territorial que j'ai la chance de piloter, où l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises désireuses de s'unir pour développer l'intérêt général sur leur territoire. On va les aider à structurer un collectif de mécénat local pour à la fois mutualiser les dons, les actions et décupler l'impact social. C'est-à-dire qu'on choisit une échelle locale pour avoir finalement un impact à grande échelle.
Alors, les moyens dont qu'on met à disposition, il faut savoir déjà que l'accompagnement est offert grâce euh, aux subventions reçues par nos mécènes. Et l'idée, c'est de, pendant un an, accompagner ces entrepreneurs, entrepreneuses, acteurs de leur territoire qui veulent s'unir et pour designer ce collectif, écrire avec eux la forme qu'il va prendre, son identité, écrire sa gouvernance, établir un budget, euh, écrire le champ d'action, les modalités d'appel à projet, voilà, toute cette partie d'accompagnement dans la préfiguration du projet. L'incubateur, c'est un peu un format hybride entre de la formation, du coaching et de la facilitation d'intelligence collective. Amical n'a aucune ingérence sur le choix des projets ou la forme. C'est vraiment l'idée de vous accompagner à la fois avec de la formation, de la mise en réseau, également la possibilité de faire intervenir des experts au bon moment, au bon endroit. Et on vient sur vos territoires pour animer voilà, ces ateliers qui ont lieu tous les mois. Alors, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle des fondations territoriales. Alors, dans fondation territoriale, on entend fondation, mais en réalité, ça biaise un peu les choses, puisque une fondation territoriale peut prendre différentes formes, comme un fonds de dotation, une association de mécènes, une fondation sous égide. Tout ça va différer et va être évalué en fonction des potentiels et des envies de collecte, des désirs de gouvernance. Voilà, c'est aussi des questions qu'on aborde bien évidemment dans le parcours. Mais une fondation territoriale, elle se reconnaît dans ce triptyque. C'est un collectif d'acteurs, essentiellement des entreprises, parce que l'idée, c'est d'aller collecter pour redistribuer sur un territoire donné, mais aussi, ça peut être associé, bien sûr, à des collectivités, des citoyens et des associations, avec un territoire donné, le territoire qui peut prendre différentes échelles. Alors, dans la pratique, souvent, c'est l'échelle départementale qui est retenue, mais on peut avoir l'échelle d'une ville, d'une région, d'une communauté. Et le troisième pilier, c'est qu'il soit transcause, parce que la fondation territoriale, elle n'a pas une cause précise, elle est généraliste, puisque l'idée, c'est qu'elle va venir répondre aux besoins identifiés préalablement du territoire, et ces besoins, ils vont muter avec la vie du territoire. Donc, elle va avoir des statuts les plus ouverts possibles pour pouvoir justement répondre à ces failles, ces faiblesses du territoire en fonction de son évolution. Donc, un territoire, un collectif, multicause, pour voilà, mutualiser les dons et les redistribuer aux associations à fort impact en local. Voilà en gros à quoi correspondent ces dynamiques. Et Amical a lancé cette dynamique, cet incubateur, grâce à la sollicitation d'un groupe d'entrepreneurs qui étaient membres du CJD dans la Vienne à Poitiers. Voilà, c'était des jeunes entrepreneurs. Ils voulaient vraiment développer le bien commun et l'intérêt général, mais ils ne savaient pas par où commencer. Ils ont donc frappé à la porte d'Admical pour les aider à construire ce programme. Et ça a donné naissance à la Fondation territoriale de la Vienne, le projet pilote de l'incubateur, et qui a impulsé voilà, sa continuité et son essaimage, puisqu'on a reçu des subventions, notamment du ministère de la Cohésion des Territoires, pour dupliquer le dispositif. Ensuite, on a accompagné un collectif en Guadeloupe, qui a donné naissance à la Fondation N Guadeloupe, les mécènes de Guadeloupe. Et, euh, et là, sur 2024-2025, on accompagne trois autres collectifs dans les Deux-Sèvres, la Drôme et le Pays de Grâce. Et donc tout à l'heure, vous allez avoir Virginie juste après moi qui va pouvoir témoigner, puisque Virginie a été un des tout premiers mécènes de la Fondation territoriale de la Vienne. Et elle continue à les accompagner dans leur impact de proximité. Merci beaucoup, Perle, pour ces explications. Effectivement, on voit toute la pertinence et toutes les innovations sociales qui peuvent naître de ces entrepreneurs qui ont envie d'agir pour l'intérêt général. Et donc, au sein de la communauté, on regardera comment aussi euh, pouvoir promouvoir ce type d'initiative. Je vais Tout à passer la parole à Virginie Pereira, directrice de STS, qui va nous parler justement de son expérience au sein de l'incubateur territorial. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous notre expérience en tant que mécène de la Fondation territoriale de la Vienne et je l'espère vous inspirer à rejoindre cette belle aventure. En fait, chez STS, on était convaincus que toutes les entreprises ont un rôle central à jouer dans le développement de notre territoire, puisque ça permettait de soutenir des projets locaux ayant un impact direct et positif et tout en participant à une dynamique collective. Mais être mécène, c'est
bien plus qu'un engagement financier. Je voulais illustrer mes propos par une expérience concrète, puisqu'aujourd'hui, la Fondation territoriale a soutenu une association locale qui s'appelle l'Arentelle et qui intervient dans le domaine de la mobilité. Leur mission principale était de proposer des solutions comme la location de scooters pour aider les personnes en difficulté. Et à ce moment-là, chez STS, on avait un collaborateur qui a eu des problèmes financiers, des problèmes de véhicules, et qui a pu bénéficier de ce soutien par la Rentelle. Et ça lui a permis de maintenir son emploi au sein de notre entreprise. Donc, ce lien direct entre l'association locale, la fondation territoriale et notre entreprise montre à quel point le mécénat crée une véritable chaîne de valeur et de solidarité. Ça, c'est un exemple qu'on a vécu chez STS et ô combien ça nous permet de se dire qu'il faut continuer à soutenir la fondation. Au-delà de l'aspect financier, je pense que le mécénat doit dépasser en fait cet aspect-là, puisqu'on a l'une de nos collaboratrices qui s'appelle Anne, qui s'investit bénévolement au sein de la fondation et qui intervient auprès du comité révélateur des associations. En fait, c'est indispensable pour, excusez-moi, c'est indispensable pour déterminer les projets qui pourront être soutenus. Et elle investit du temps et ça lui permet aussi, quoi, c'est l'effet secondaire en tout cas qu'on a, c'est que cette implication humaine a un effet positif sur le degré d'appartenance au sein de STS. Et ça, c'est vraiment chouette. La dernière chose, c'était de se poser la question de, aujourd'hui, il y a 500 entreprises ou collectivités et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait accomplir euh, parmi ces 500 entreprises pour aider notre territoire. Bah, s'engager auprès d'une fondation ou faire alliance, c'est pouvoir soutenir des projets concrets. C'est devenir acteur d'un réseau d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs. C'est de contribuer à une dynamique collective qui profite à tous, à nos entreprises, à nos collaborateurs et à notre environnement. Et je crois que le plus important, ce n'est pas une question de taille ou de moyens, puisque même un soutien modeste peut avoir un impact immense. Donc, on a tous un rôle à jouer. Et en plus, ça renforce l'image de l'entreprise, ça peut mobiliser nos équipes et ça donne du sens à notre activité. Voilà, moi je voulais en tout cas témoigner de ça, puisque je vous encourage vivement à franchir le pas. Chaque entreprise ici présente décide de s'engager, même modestement, auprès de la fondation ou tout autre collectif que vous avez présenté précédemment pour renforcer les territoires et bâtir un avenir plus solidaire. Et en tant qu'entreprise adaptée, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, Virginie. Et effectivement, je peux que souscrire à cet appel à l'engagement. Et d'ailleurs, dans le chat, on avait une question autour de la façon dont on pouvait faire parvenir des projets. Je vous encourage à aller sur le site et de l'ADMICAL si vous êtes vraiment intéressé par ce qui vous a été présenté pour regarder un peu comment ça bouge sur vos territoires et bien sûr à suivre les activités de la communauté Les Entreprises s'engagent parce que dans les 101 départements, nous avons un club dans lequel pas mal de projets et d'actions en collectif d'entreprises se fondent et ça me permet de faire la transition avec Nicolas Dulon qui est directeur Randstad Nouvelle-Aquitaine et surtout leader du club Les Entreprises s'engagent de Gironde et qui va nous présenter une initiative qui a eu lieu à la rentrée, je crois, à Bordeaux, le tram de l'emploi, et qui très concrètement va venir vous illustrer un projet d'alliance sur un territoire. C'est à vous, Nicolas. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et meilleurs vœux en effet à tous. Je suis ravi en effet de pouvoir illustrer le fait de faire alliance autour de projets impactants pour agir en effet en faveur de l'inclusion sur nos territoires. Alors, juste pour démarrer, je suis directeur de région pour Randstad et Randstad In-House. Randstad, c'est une entreprise qui est très impliquée et mécène à l'échelle nationale auprès du club Les Entreprises s'engagent. Et au-delà du mécénat, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je me suis moi-même inscrit dans cette démarche-là en tant que leader depuis 1 an et demi sur le périmètre Gironde, avec la volonté justement de réaliser des actions très concrètes sur le territoire.
Et alors, le tram de l'emploi, pardon, est un bel exemple d'alliance. Tout a démarré en octobre 2023, date à laquelle j'ai eu la chance de rencontrer Bordeaux Métropole et les services de la direction de l'emploi du périmètre. Et très rapidement, le responsable de service, Emmanuel Kunchinabe, m'a émis l'intérêt, en tout cas, de l'idée du tram de l'emploi qui avait déjà eu lieu dans différentes villes, Toulouse et Nantes pour ne pas les citer. Et donc, ça a commencé déjà par une relation de confiance et la volonté, en effet, d'embarquer très vite les municipalités avec un rôle un peu de coordination de Bordeaux Métropole. Et l'alliance a commencé ici. On a aussi embarqué l'opérateur principal de Bordeaux, qui est Keolis, et qui s'est rapidement aussi positionné sur ce projet-là. La municipalité, ou plutôt la préfecture, a adhéré également au projet, puisqu'on avait une coloration QPV, donc quartier prioritaire de la ville. Et le concept était de relier les deux extrémités, on va dire, de la ville de Bordeaux, rive droite et rive gauche, traversées par la ligne A du tram. Et l'idée, c'était d'aller vers, justement, en tout cas de proposer aux entreprises d'aller vers les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville et de leur proposer des emplois très concrets. Alors, pour vous donner quelques chiffres, nous avons déjà réussi à rassembler 9 entreprises partenaires principales qui étaient à bord du tram de l'emploi. Celles-ci donc avaient la possibilité de se positionner sur 3 villages répartis sur la ville de Bordeaux, un sur la rive droite, un dans le centre-ville et rive gauche. Ces 9 entreprises, de fait, avaient la possibilité d'échanger avec des candidats, des usagers en fait du tram, et elles avaient 300 postes à pourvoir au total. Donc, on a rassemblé un certain nombre d'entreprises que je vais citer tout à l'heure, et ça nous a permis de rencontrer plus de 600 personnes lors de l'opération et de recruter 73 postes à date. Puisqu'il y a encore des personnes en process de recrutement. L'opération a eu lieu en octobre 2024. Ce que je peux vous dire, c'est que 50% des recrutements qui ont été réalisés sont en effet des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville. Donc avec vraiment des résultats très probants et qui nous conduisent d'ailleurs à renouveler l'opération en 2025. Donc, c'est faire alliance, en effet, déjà du côté de l'entreprise. Alors, je vais les citer. On a travaillé avec Citeos, Crédit Mutuel, Dassault Aviation, Inorix, Engie, Lidl, McDonald's, bien sûr Keolis et Randstad, qui étaient présents, en effet, à l'intérieur du tram. Mais au-delà de ces entreprises, on avait au total plus de 50 entreprises présentes, notamment sur les villages présents sur Lormont, Bordeaux-Centre et sur Mérignac. Très forte implication des services de l'État, par l'aide notamment de la DETS qui nous a énormément soutenus dans nos démarches. France Travail, bien entendu, les missions locales, le PLI, qui était notre bras armé pour capter un maximum de candidats, et puis une aide formidable de la part des municipalités, Lormont, Mérignac et Bordeaux, qui notamment nous ont soutenus sur la mise en place des villages en s'appuyant sur leurs propres moyens. Vous imaginez bien que sur ce type d'opération d'ampleur, il fallait des financements pour pouvoir réaliser ces différentes actions. Très forte mobilisation de Bordeaux Métropole qui nous a notamment aidé sur le tram et le flocage du tram. On a également le soutien de la préfecture, le soutien de l'APEC, le soutien de la CCI Bordeaux-Gironde et bien entendu des entreprises qui, sous la forme d'un mécénat, ont également soutenu l'opération. Et ce qui nous a permis non seulement de le réaliser, mais également d'anticiper une prochaine opération qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sera renouvelée. Donc, c'est un vrai bilan positif et une réussite collective et qui montre bien
Alors l'adage, vous la connaissez parfaitement. Euh, Seul, on va plus vite, ensemble, on va beaucoup plus loin. J'aime aussi l'esprit de travailler en meute, et c'est un exemple très concret sur le territoire Gironde. Et je sais que ça donne des idées à d'autres clubs sur d'autres départements, parce que toutes les villes ne sont pas équipées forcément de trams. Ça peut être aussi des opérations duplicables, par exemple sur des opérations de bus, de mobilité. Mais l'idée, c'est d'aller vers les candidats et de permettre en effet aux entreprises de présenter leurs produits, présenter leur marque employeur, enfin ou plutôt leur culture d'entreprise, et en effet d'aller sur des territoires parfois inexplorés. Donc c'est une belle opération et je vous invite en effet peut-être à y réfléchir sur les territoires. Et on a conçu beaucoup d'outils qui sont à disposition d'ailleurs du club Les Entreprises s'engagent, sur lesquels vous pourrez vous appuyer si nécessaire. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce témoignage. Et effectivement, l'opération Tramway de l'emploi a vocation à se reproduire et on espère, en tout cas en 2025, pouvoir évidemment le refaire à Bordeaux, mais aussi dans d'autres métropoles. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos clubs départementaux si ça fait naître des idées en vous. J'en profite pour vous parler d'une autre expérimentation qu'on a lancée au sein des clubs départementaux autour de fonds territoriaux. Je vais laisser la parole à Pauline Gann, qui est directrice de l'animation communautaire au sein des Merci. entreprises s'engagent. Pardon. Merci beaucoup, merci Clara et merci beaucoup Nicolas une nouvelle fois pour cette illustration vraiment concrète d'une action qui est cofinancée et de ce mécénat privé qui permet de faire ensemble ou faire en meute effectivement dans ces coalitions. Alors vous l'avez compris, Joséphine l'a rappelé en début de ce workshop, mais la communauté elle se décline partout en France sur chaque département. Et depuis 2024, il est possible de soutenir l'activité de ces 100 clubs départementaux via le fonds de mécénat au territoire. Et cette action, ce dispositif, il a été mis en place notamment pour que vous puissiez, en tant qu'entreprise, financer un peu cette coalition inédite public-privé que sont les clubs départementaux. Et vous en avez un exemple, encore une fois, avec le tramway de l'emploi, et vous aurez d'autres exemples dans le département du Vaucluse. C'est aussi un moyen de démultiplier l'impact social concret sur votre territoire, puisque en quelques chiffres, en 2024, il y a eu plus de 1500 actions menées par les entreprises, dont des tramways de l'emploi, des job dating inversés, mais aussi des actions qui permettent concrètement de mobiliser les entreprises auprès des publics éloignés de l'emploi. Et puis enfin, Perle Lagy en a parlé également, agir concrètement dans le sens de la responsabilité et l'ancrage territorial. Concrètement, ça implique aussi de participer financièrement ou dans d'autres formes de mécénat, et on le verra plus tard, à l'activité sur vos départements. Et effectivement, comme l'a mentionné Clara, une expérimentation est en cours sur le département du Val d'Oise pour mettre en place ce qu'on appelle un fonds territorial pour l'égalité des chances et pour aller un peu plus loin dans cette logique pour des entreprises qui sont déjà matures sur ce sujet de mécénat financier et qui veulent se rassembler collectivement, soutenir financièrement à la fois des projets à impact locaux, permettre de faire émerger ces initiatives sociales à impact et également de promouvoir cette coalition publique-privée au sein du département du Val d'Oise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des entreprises qui, à la mesure de leurs moyens, parce qu'encore une fois, l'idée, et on l'a rappelé au début de ce webinaire, l'idée de la communauté Les Entreprises s'engagent, c'est aussi de rassembler toute entreprise de tout secteur et de toute taille de tout secteur d'activité et de toute taille, pardon, et de leur permettre, dans leur mesure à chacune, de contribuer à faire alliance pour l'impact et à faire alliance pour contribuer à cet impact social.
Et donc concrètement, ce qui se met en place sur le Val d'Oise dans le cadre de ce fonds, c'est la mise en œuvre avec des acteurs à la fois institutionnels, donc la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités qui travaille concrètement en lien avec les équipes du préfet. C'est aussi les réseaux d'entreprises. On parle des grands réseaux de CCI, MEDEF, CPME et d'autres réseaux plus locaux qui apportent leur vision d'acteurs engagés sur le sujet à la fois de la mobilisation des entreprises, mais aussi de l'impact social. Et puis les entreprises du Val d'Oise, des TPE, ETI aux grandes entreprises qui, au travers de ce fonds, vont pouvoir soutenir des actions et des projets à impact et la mobilisation d'autres entreprises qui ne pourraient pas à ce moment-là forcément participer au fonds, mais qui pourraient, grâce à cette mobilisation, euh, concrètement passer à l'action et se mobiliser en faveur des publics éloignés de l'emploi et en faveur d'un monde plus durable sur des sujets plus liés à la sobriété énergétique et du monde durable en général. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect-là et peut-être si vous voulez en savoir un peu plus sur les initiatives et les actions qui sont menées, vous pouvez vous rendre sur la plateforme www.lesentreprisesengagent.gouv.fr dans la rubrique Nos événements et vous retrouverez vraiment tous les événements organisés par les clubs Les Entreprises s'engagent et par le club le plus proche de chez vous. Et puis vous avez aussi la page Nous soutenir qui rassemble tous les éléments que je viens de vous partager. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à venir à notre rencontre et à échanger avec nous, à la fois sur vos clubs avec, comme Nicolas, les leaders, chefs d'entreprise, mais aussi les animateurs. Je suis ravie que Carole Polo puisse être avec nous pour également échanger. Merci beaucoup. Merci Pauline. Effectivement, ça fait une bonne transition. On vous a parlé depuis tout à l'heure pas mal finalement de sujets du mécénat, mais vous allez voir aussi que faire alliance, ça implique aussi faire alliance dans les engagements qu'on peut proposer et faire alliance à destination des publics et notamment de la jeunesse. Et donc ça fait la transition avec Carole Isoard-Polo qui est animatrice du club Les Entreprises s'engagent du Vaucluse et qui va vous présenter ce que les entreprises du Vaucluse ont mis en place autour du stage de troisième. Carole, c'est à vous. Complètement. Bonjour, merci de nous permettre de témoigner aujourd'hui, puis tous mes meilleurs voeux encore pour cette nouvelle année, puisqu'effectivement, nous ne sommes pas encore complètement à la fin du mois de janvier. Je vais vous présenter ce que nous faisons en Vaucluse avec les collèges pour les stages de troisième. C'est un sujet que nous connaissons bien parce que nous sommes un vieux club. Nous travaillons depuis longtemps sur une dynamique d'entreprise qui fonctionne bien et nous en avons une grande chance. Mais juste avant, je voulais vous redonner un peu le contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur une forme de stage collectif et ce que ça apporte aujourd'hui en termes de dynamique. Le Vaucluse, c'est un territoire qui est assez pauvre. C'est le cinquième territoire le plus pauvre de France, ce qui signifie que nous avons un certain nombre de quartiers en QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et donc un certain nombre de jeunes, adultes demandeurs d'emploi, mais aussi des jeunes, en l'occurrence pour l'action qui nous concerne aujourd'hui, qui sont en difficulté et qui n'ont pas forcément un réseau personnel au niveau des parents pour les aider à trouver des stages qualitatifs et leur permettre de valider ou d'invalider des projets professionnels, une orientation et donc après des formations. Euh, je vous disais que ça fait un moment que nous sommes un vieux club, le Vaucluse. Il y a quelque temps, en 2018-2019, il y avait déjà des stages, bien sûr, de troisième qui existaient. Et nous avions des entreprises qui pratiquaient les stages de façon classique, un jeune, une semaine. Parmi nos entreprises les plus actives, on a une entreprise qui a eu la bienveillance de prendre un groupe de jeunes directement sur une semaine et qui a mis beaucoup de moyens humains sur l'accompagnement de ces jeunes-là. Chacun avait un tuteur. Et en fait, cette semaine s'est très mal passée. Elle n'avait pas forcément été préparée en amont, ni par l'établissement scolaire, ni par l'entreprise en concertation avec l'équipe pédagogique. Et le retour d'expérience a été assez négatif. Face à ce constat plutôt inquiétant, il a été urgent pour nous de trouver une solution qui puisse répondre aux besoins des jeunes de trouver un stage quand on n'a pas de réseau et puis de garder les entreprises mobilisées parce que c'est elles aujourd'hui qui permettent de faire ces actions-là.
Donc, nous avons très vite travaillé et réfléchi avec les établissements scolaires autour de nous, les entreprises, et nous avons choisi, donc dès 2018, de mettre en place ce qu'on appelle des stages collectifs ou des stages interentreprises. Finalement, aujourd'hui, ça a pris diverses appellations selon les territoires. Euh, les stages interentreprises ou collectifs ont plein d'avantages. C'est très intéressant à la fois pour les jeunes et à la fois pour les entreprises. Ça demande une certaine organisation. Donc, à notre niveau, dans le Vaucluse, on est sur des volumes qui sont moindres par rapport aux stages individuels, puisqu'on est présent, je vous le dirai tout à l'heure, du lundi au vendredi sur les stages. Mais encore une fois, on trouve un intérêt pour tout le monde. Par rapport aux entreprises, ce qui est primordial, c'est que d'abord, ça permet de mobiliser une entreprise sur une journée avec une équipe, mais on ne mobilise pas l'entreprise sur toute la journée, sur toute la semaine, pardon. Pour les jeunes, on garde une entreprise chaque jour, donc ça veut dire une visite d'entreprise chaque jour, donc une dynamique dans leur parcours sur la semaine. Du coup, on n'a pas l'impact de milieu de semaine où en général il y a un petit creux au niveau de la motivation et où c'est difficile de remobiliser. Et puis, au niveau du club, vous parliez tout à l'heure d'alliance, de dynamisme, c'est exactement ça. Ça permet de travailler à plusieurs, à la fois avec les entreprises et à la fois avec les établissements scolaires, avec les autres partenaires du territoire aussi. Et on arrive à créer des vraies dynamiques autour de ce projet-là de stage collectif. Donc, très concrètement, le stage collectif se déroule sur une semaine de stage classique avec 5 jours dans la semaine. On a 4 jours en entreprise, du lundi au vendredi. Sur ces 4 jours, on choisit une entreprise différente. Et donc, les jeunes vont d'entreprise en entreprise. Et le 5e jour est consacré à la restitution du stage et à la préparation soit de l'oral, soit du rapport de stage. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes très présents sur ces stages collectifs-là. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'ils s'adressent à des jeunes qui ont entre 14 et 15 ans et qui ne savent pas forcément se mobiliser, se déplacer en dehors de leur trajet classique. Le Vaucluse est un territoire assez rural. On a des grosses agglomérations, comme comme tous les départements, vous connaissez Avignon, vous connaissez Carpentras, etc. Mais en dehors de ces grosses villes, les transports en commun, c'est pas forcément évident. Donc, on est là pour les accompagner. Le rendez-vous, en général, se donne directement au collège et ensuite, on va ensemble sur l'entreprise qui accueille pour la journée. L'entreprise a préparé cette journée en amont, encore une fois, à la fois avec nous, puis à la fois avec l'établissement scolaire, pour être sûr de présenter des métiers et de permettre aux jeunes de découvrir un champ des possibles le plus large possible. Et elle va pouvoir prendre en compte et en charge le repas du midi. On avance comme ça pendant 4 jours. Évidemment, ça permet aussi de faire en sorte que les jeunes ne soient pas seuls complètement non plus dans l'entreprise, ça fait une tierce personne, parce que des fois on a des phénomènes de groupe qui veulent être un peu déconcertants, mais ça se passe plutôt pas mal. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est sur des groupes aussi restreints, on est sur des groupes de 6 à 10 élèves maximum, pour pouvoir vraiment garder cette interaction avec les personnes qui nous reçoivent en entreprise. Le fait d'être présente toute la semaine aussi nous permet d'avoir un lien avec l'établissement scolaire si jamais il y a une absence ou un problème quelconque. Et ça, c'est aussi rassurant à la fois pour les entreprises qui accueillent et à la fois pour les familles qui acceptent que leurs enfants partent un peu plus loin que d'habitude sur le stage. Euh, le 5e jour, je vous disais, est consacré à la restitution. On a travaillé avec eux toute la semaine sur une prise de notes avec un carnet de bord en général qui a été élaboré de façon à ce qu'on n'arrive pas le vendredi en se disant mince, on n'a pas noté ce que nous ont appris les entreprises, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a pas intéressé. Et donc le vendredi matin, nous réfléchissons, donc l'équipe du club travaille avec les jeunes de la semaine sur la restitution pour mettre en exergue ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont un peu moins aimé, et pouvoir les aider à préparer encore une fois soit le rapport de stage, soit l'oral, puisque beaucoup d'entre eux s'en servent pour l'oral au brevet. Et puis, dans la mesure du possible, nous travaillons ensuite sur une restitution blanche en fin de journée le vendredi avec un maximum d'adultes présents et d'adultes qui ont du sens par rapport à cette orientation
évidemment les responsables d'entreprise qui nous ont reçus dans la semaine qui sont disponibles, mais aussi les autres partenaires qui nous accompagnent sur la mise en place de ces actions-là. Une année, on a eu la chance d'avoir la sous-préfète avec nous et donc les jeunes restituent devant des personnes qui sont valorisantes pour eux, puisque ces personnes-là, encore une fois, ont pris une demi-journée pour venir les écouter et voir ce qu'ils ont retenu de leur stage. Donc c'est une action qui est très dynamique. Nous en avons mené 3 en 2024, puisque vous l'avez compris, comme on est avec les jeunes et que les périodes de stage sont assez serrées, hein, on ne peut pas en mener beaucoup plus. Donc on en a mené 3 en 2024 avec des entreprises variées en termes de profil, de taille, comme vous disiez tout à l'heure, de secteur d'activité. Et on continue depuis, on va en faire là la semaine prochaine et ça s'arrête pas. C'est vraiment quelque chose de dynamique et sur lequel j'encourage tous les territoires à se lancer. Merci Voilà. beaucoup, Carole, pour ce témoignage. Et effectivement, plusieurs clubs, les entreprises s'engagent, mènent des actions similaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher ou même à vous rapprocher d'entreprises dont vous êtes proche géographiquement, peut-être dans des zones d'activité. Proposez à votre voisin d'accueillir en stage des élèves en commun. J'en profite aussi pour vous dire que depuis le début de la semaine est accessible à toutes les entreprises la plateforme Un élève, un stage qui vous permet de déposer vos offres de stage pour les élèves de troisième, de seconde générale ou technologique et qui vous permettra d'accueillir des jeunes dans les périodes de stage, notamment pour les secondes. C'est la nouveauté depuis l'an dernier. Et donc, on a vraiment besoin que des entreprises acceptent de jouer le jeu et de transmettre leur savoir à des jeunes. Ça me fait une bonne transition avec le sujet du mentorat. Vous savez, au mois de janvier, c'est le mois du mentorat et c'est aussi un bel exemple d'alliance entre cette fois-ci des entreprises et des associations. Je vais laisser la parole à Nicolas Viennot, qui est directeur du collectif Mentorat, pour vous en parler un petit peu plus. Merci Clara, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Nicolas Viennot, le directeur général du collectif Mentorat. Je vais vous parler d'alliance avec les associations, d'alliance au service de la jeunesse à travers le mentorat. Alors, le collectif Mentorat, qu'est-ce que c'est au préalable? Il faut que vous sachiez que le collectif Mentorat est une association tête de réseau qui réunit 75 organisations, qui sont elles-mêmes souvent des associations, qui conçoivent et portent des programmes de mentorat pour réduire les inégalités de parcours que peuvent subir les jeunes, que ce soit au cours de leur parcours académique ou de leur insertion professionnelle, et ce, à travers le mentorat. Je vais revenir juste après sur ce qu'on entend par mentorat. Mais d'abord, ce que sont nos missions. Donc, notre objectif est d'être en complémentarité de nos membres. Et donc, pour ce faire, notre première mission est de donner un maximum de visibilité à ce qu'est le mentorat, à ce que sont ses acteurs et à ce qu'est l'impact favorable du mentorat sur les jeunes en particulier. Notre deuxième mission, c'est de faire grandir et de représenter l'écosystème du mentorat en France en y agrégeant toujours davantage de partenaires et de parties prenantes engagées. Et puis notre troisième mission, c'est d'accompagner nos organisations membres pour favoriser les partages de pratiques, l'identification des meilleures pratiques de mentorat, tout cela au service d'un plus fort impact du mentorat sur les jeunes. Alors, le mentorat, qu'est-ce que c'est? Je vais parler de mentorat social dans la mesure où nos 75 associations et le collectif mentorat avec elles, bien sûr, voient dans le mentorat un outil en faveur de l'égalité des chances, un outil pour diminuer les inégalités qui frappent les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mentorat social. Il existe aussi du mentorat interne aux entreprises, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je parle aussi de mentorat formel dans la mesure où des associations orchestrent ces programmes de mentorat et sont en charge d'identifier les jeunes qui pourront être accompagnés, d'identifier des bénévoles qui pourront s'engager aux côtés des jeunes pour les mentorer. Elles sont aussi en charge de suivre chacun des binômes dans la durée. Et le mentorat, c'est ça, c'est l'action de mettre en relation un jeune qui a des besoins avec un mentor bénévole afin qu'ils puissent se rencontrer de manière régulière pendant une durée d'au moins 6 mois, voire d'une année scolaire, voire de plusieurs années scolaires, dans la perspective que
une relation de confiance puisse se créer et que le mentor se mette à l'écoute des besoins du jeune pour l'accompagner dans son parcours et l'aider notamment dans les grandes périodes charnières qu'un jeune peut rencontrer, que ce soit le passage du collège au lycée, le passage du bac et l'engagement dans les études supérieures ou le fait de trouver un premier emploi après avoir été diplômé. Voilà, le mentorat social, c'est ça. C'est ce qui forme le point commun dans 75 associations membres. Mais il faut savoir que le mentorat peut avoir des concrétisations très diverses, notamment pour ce qui concerne les publics jeunes accompagnés. Nos associations membres, elles accompagnent à elles toutes des publics jeunes de 5 à 30 ans. Et donc, ça peut être des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes diplômés qui sont en recherche de leur premier emploi. Mais elles accompagnent également des publics aux besoins plus spécifiques, des jeunes en situation de handicap, par exemple, des jeunes réfugiés, des jeunes sous main de justice, des jeunes issus de milieu rural, des jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville, des jeunes à potentiel ou au contraire des jeunes qui sont pas loin de décrocher scolairement. Et dès lors, compte tenu de cette diversité de la jeunesse qui peut être touchée, qui peut être concernée par le mentorat, les champs d'intervention du mentorat seront variés et bien souvent complémentaires. Hein. Un enfant de 6, 7, 8 ans, il sera accompagné par son mentor plutôt pour être accompagné dans son parcours scolaire, voir ses résultats scolaires s'améliorer ou son appétence pour l'école augmenter. Un collégien, un lycéen, il y aura encore de l'accompagnement scolaire, mais il y aura aussi une dimension orientation pour aider le jeune à commencer à réfléchir à ce vers quoi il pourra s'orienter après le bac. Et puis, un étudiant, il y aura encore pour lui une dimension soutien à sa scolarité à la fac. Il y aura encore une dimension orientation vers tel ou tel master, par exemple, mais il y aura aussi un début d'orientation, un début de dimension insertion professionnelle, puisque ce sera le moment où il faudra l'aider à trouver un stage ou une alternance, voire à la fin son premier emploi. Les modalités d'accompagnement sont aussi assez variées. Je le disais, le tronc commun, c'est de voir à intervalles réguliers un jeune pendant 6 mois, 1 an, 5 ans. Mais plus le jeune est jeune, plus la fréquence des rencontres sera forte. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'une rencontre par mois au minimum et une rencontre par semaine au maximum. Alors, le mentorat, c'est gagnant pour les jeunes qui gagnent confiance en eux, qui ont des résultats scolaires qui s'améliorent, qui choisissent plus facilement une orientation qui leur convient. C'est gagnant pour les mentors et c'est gagnant pour les entreprises. Et donc, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nos associations membres, elles sont 75, elles ont à elles toutes 1600 entreprises partenaires. Le collectif Mentorat est partenaire des entreprises s'engagent dans la perspective d'engager encore davantage d'entreprises aux côtés de nos associations. Il faut savoir que 80% des entreprises du CAC 40 sont engagées aux côtés de nos associations et 63% des entreprises cotées au SBF 120 sont elles aussi partenaires de nos associations. Donc là, notre enjeu, c'est avec les entreprises s'engagent, de convaincre encore davantage d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, de TPE, de s'engager aux côtés de nos associations pour, à travers elles, s'engager en faveur de la jeunesse et d'une société plus équitable, plus égalitaire. C'est l'une des dimensions qui font que les entreprises s'engagent à nos côtés, c'est d'abord en faveur de l'intérêt général, et ça tombe bien, c'est la thématique de ce webinaire. Des entreprises souhaitent s'engager dans le mentorat pour s'engager en faveur de la jeunesse, d'abord de manière désintéressée, pour participer à ce mouvement de société en faveur d'une société plus juste. Mais le mentorat permet aussi à une entreprise de s'engager pour avoir des actions RSE très concrètes, puisqu'à travers le mentorat, c'est une action qui répond aux critères ESG, aux exigences de différents labels d'entreprises engagées, aux exigences en faveur de la diversité et de l'inclusion, par exemple. Le mentorat, ça peut aussi être une politique RH. Et alors, le mieux, c'est quand une entreprise appréhende le mentorat à la fois comme une action RSE et comme une action RH, puisque grâce au mentorat, les collaborateurs qui sont mentors acquièrent progressivement des compétences transversales qui peuvent être réinjectées dans le cadre de leur exercice professionnel. Et ces compétences douces, ces soft skills, elles sont citées sur cette slide. Il s'agit de l'empathie,
de l'écoute active, de l'ouverture socioculturelle, du partage et de la réception de feedback et de la résolution de problèmes. Voilà, nos recherches ont montré que des collaborateurs qui sont mentors depuis au moins 6 mois acquièrent ces compétences transversales qui peuvent être donc, bien sûr, au bénéfice de leur entreprise. Et puis, en matière RH, une entreprise est aussi gagnante à s'engager dans le mentorat parce qu'elle va identifier des jeunes de leur bassin d'emploi, des jeunes de leur territoire, et c'est quelque chose de très important pour l'entreprise que d'être ancré territorialement, de maintenir un contact avec la jeunesse, qui peut aussi être cliente, mais surtout avec des enjeux de recrutement. Un jeune mentoré par un collaborateur de l'entreprise poussera les portes de l'entreprise, s'intéressera aux activités de l'entreprise et peut-être que quelques années plus tard, il deviendra alternant, il deviendra apprenti au sein de cette entreprise et peut-être un peu plus tard, qu'il pourra être recruté par cette entreprise qu'il connaîtra grâce à son mentor. Alors, comment passer à l'action? Comment vous engager et engager votre entreprise concrètement dans le mentorat? Nos associations, elles ont besoin de leurs partenaires entreprises, d'abord pour avoir grâce à elles un soutien humain, hein. Donc, d'abord, essentiellement grâce à l'engagement des collaborateurs qui deviennent des mentors auprès des jeunes. Ensuite, pour avoir des cofinancements, puisque nos associations ont un modèle économique qui implique d'avoir des financements publics et des financements privés pour porter et financer leurs programmes de mentorat, hein. C'est essentiellement des salariés qui portent ces programmes de mentorat et qu'il s'agit de financer. Et puis, nos associations, elles sont parfois partenaires d'entreprises qui leur accordent un soutien matériel, donc du prêt de matériel ou le plus souvent du prêt de salles. Elles sont souvent en recherche de locaux localement, et donc ça peut aussi être un soutien très apprécié. Alors, comment engager son entreprise? Le collectif Mentorat a monté des outils pour faciliter l'engagement des entreprises aux côtés de nos associations membres. On a d'abord conçu un guide des entreprises qui souhaitent s'engager dans le mentorat pour les aider à se poser les bonnes questions avant de s'engager, puis leur proposer une méthodologie d'engagement dans le mentorat. Donc, ce guide est disponible à la demande, je crois, sur notre plateforme Un jeune, un mentor. Et c'est le deuxième outil dont je voulais vous parler, avec le soutien de l'État et dans le cadre de notre partenariat avec les entreprises s'engagent. On a conçu cette plateforme Un jeune, un mentor, d'abord pour faciliter l'engagement individuel des bénévoles qui veulent devenir mentors, l'engagement individuel des jeunes qui veulent être mentorés, mais on a conçu plus récemment un parcours entreprise pour faciliter l'engagement des entreprises prise au sens plus collectif. Et donc, si vous vous connectez et si vous vous inscrivez sur cette plateforme Un jeune, un mentor, vous serez recontacté par une de nos associations qui sera à proximité de vos locaux et qui pourra devenir votre partenaire pour que, grâce à elle, vous engagiez vos collaborateurs. Voilà, je crois que j'ai mis ici mon contact, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en parler plus longuement, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer à ce dernier témoignage du workshop pour illustrer concrètement comment une entreprise s'engage dans la question du mentorat et surtout aussi aux côtés de ce collectif. Je vais laisser la parole à Angelina Lamy, qui est directrice engagement sociétal chez Accenture pour la France, les Pays-Bas et le Benelux. C'est à toi, Angelina. Merci Clara. Vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour à toutes et tous. Mentorat. Alors là, aujourd'hui, je parle avec deux casquettes. À la fois la casquette responsable de la Fondation Accenture en France et à la fois, et Nicolas en a déjà pas mal parlé, des actions que qu'un collectif d'entreprises comme les entreprises s'engagent ou comme le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive peut mener aux côtés du collectif Mentorat dans le cadre de l'ambition nationale d'atteindre 150, 200 000 mentors en France. Mentor et surtout mentoré. Je dirais que d'un point de vue entreprise, la force d'un collectif d'entreprise, quand on travaille avec un collectif d'associations comme le collectif Mentorat, c'est de nous mentorer nous-mêmes, j'ai envie de dire. Concrètement, en fonction de votre degré de maturité sur le mentorat, il y a toujours une entreprise qui fait mieux que vous, que nous. Donc, si vous vous lancez dans le mentorat, il est très facile, et n'hésitez pas à me contacter, d'identifier des entreprises qui se sont lancées dans le mentorat récemment et qui, du coup, pourront vous partager des bonnes pratiques.
Donc, je peux vous citer le CRIT, qui est déjà intervenu dans les calls Les entreprises s'engagent, qui s'est lancé dans le mentorat il y a moins de 2 ans et qui, en une année, a mobilisé 80 mentors en capitalisant sur tous les outils de communication que le collectif mentorat peut mettre à disposition, en capitalisant sur tous les retours des entreprises qu'ils ont pu avoir en termes de gouvernance, de mise en place, de suivi, d'animation des mentors. Et ça, je trouve que c'est la meilleure façon d'accélérer son impact et son entrée dans le mentorat. Après, si vous êtes plus mature en fonction de votre nombre de mentors, la cible qu'on se fixe généralement dans les entreprises, c'est d'atteindre 1% des collaborateurs mentors. On se fixe un objectif pour booster le mentorat. Grâce au collectif mentorat, donc tous les ans, on a une campagne de communication dédiée que l'on peut relayer avec les mêmes visuels, les mêmes langages, les mêmes mots, car le mentorat a souvent besoin d'être défini dans nos entreprises. Euh, donc ça, c'est très précieux. Et enfin, on utilise du coup la force du collectif d'entreprise pour gentiment nous comparer. Et clairement, de dire que la Fondation BNP a mobilisé 1000 mentors en l'espace de 2 ans, que le CRIT a mobilisé 80 mentors du jour au lendemain, j'ai presque envie de dire en quelques mois en se lançant dans le mentorat, en fait, ça permet de créer cette émulation collective pour booster le mentorat dans nos entreprises. Et pour terminer, par rapport à ce que disait Nicolas sur ce qui motive les entreprises dans le mentorat, évidemment, c'est l'impact social et le fait de permettre aussi aux collaborateurs d'avoir un autre sens dans leur travail quotidien. 9 fois sur 10, les retours positifs viennent aussi bien des mentorés que des mentors. Et j'insiste sur le côté mentor. On a encore organisé, nous, chez Accenture, par exemple, en décembre, une réunion de mentorat avec notre comité exécutif. Et tous les membres du comité exécutif, en fait, on se sont pris une petite claque en réalisant que ça les obligeait à se mettre dans la peau d'un jeune qui est en recherche d'emploi, ce qui, la plupart n'ont pas cherché d'emploi depuis quelque temps, à reformuler, à reprendre, à se reconnecter au secteur de l'emploi dans la période. Donc, c'est aussi très, très bénéfique pour les collaborateurs. Donc voilà, donc le mentorat, on y croit, on le fait pour l'impact que ça a. L'impact est immédiat pour les jeunes ou moins jeunes qui sont mentorés et immédiat également pour les collaborateurs mentors. La cible qu'on essaye tous d'atteindre, c'est 1% des collaborateurs mentors. Le collectif mentorat est là pour aider en fonction du type d'entreprise aussi dans laquelle vous travaillez. Là, cette année particulièrement, et les entreprises s'engagent aussi, nous nous sommes engagés sur le mentorat en lycée pro, qui est une des cibles prioritaires, notamment au niveau national. Et là, on travaille avec le collectif mentorat et les associations du collectif mentorat pour définir un plan d'action sur les territoires, donc une quinzaine de territoires en France, pour promouvoir et mobiliser le mentorat dans les entreprises en faveur des lycées pro. Merci beaucoup, Angelina, pour ce témoignage. Et effectivement, on voit dans ce thème de faire alliance pour l'intérêt général les saines émulations qui peuvent naître aussi entre entreprises à se pousser à toujours aller plus loin et à toujours plus s'engager. Donc, on l'a vu dans l'ensemble des projets que l'engagement des uns fait un petit peu effet sur l'engagement de son voisin. Charge à moi de conclure ce workshop en vous remerciant toutes et tous de nous avoir suivis, en remerciant nos intervenants d'abord pour leur engagement et d'avoir pris du temps dans leurs agendas pour venir vous les partager. Vous retrouverez ce workshop en replay sur notre plateforme lesentreprisesengagent.gouv.fr, sur laquelle vous retrouvez aussi l'ensemble des workshops que nous organisons et que vous pouvez re-regarder sur des thématiques variées. On se retrouve dans un mois pour un nouveau workshop autour d'une thématique de la mesure d'impact. Donc, c'est un sujet un petit peu différent, mais aussi crucial pour les entreprises. Vous recevrez les invitations, bien sûr. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.